Bonjour tout le monde. J'espère que vous m'entendez. Salut Élise, comment vas-tu? Ça va et toi? Super, merci beaucoup de me rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire passionnant sur l'argent et le couple. Voilà, je suis Ah, impatiente. voilà. Voilà, alors j'espère que tout le monde nous entend. N'hésitez pas à vous manifester dans le chat pour qu'on soit sûr que tout fonctionne avant de se lancer dans le vif du sujet. Donc je vois que Max est là. Oh, Vanessa, salut! Soumia, Astrid, super. Bon, ouais, ça a l'air de fonctionner. Salut Slaine. Et du coup, on va commencer. Donc, merci beaucoup de vous joindre à nous pour ce sujet, ce nouveau sujet, qui est pas directement, ou en tout cas pas complètement lié à l'investissement, mais qui est quand même très très proche, puisque protéger son avenir financier sur le long terme, c'est aussi savoir exactement à quoi on s'engage quand on décide de signer l'un ou l'autre contrat, notamment un contrat de vie, un contrat de partenariat, peu importe la forme qu'il prend. Et c'est de ça dont on va discuter aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, voilà, pour celles qui ont l'habitude maintenant de me rejoindre le jeudi après-midi, vous savez qu'on a quelques petites options d'interaction. Et surtout, aujourd'hui, je partage la scène avec Élise et donc je vais laisser Élise se présenter et nous dire ce qu'elle va partager avec nous aujourd'hui. Vas-y. Euh, Bonjour à toutes, je suis vraiment ravie, honorée d'être ici. En plus, le sujet est vraiment super intéressant, je trouve. Donc voilà, je m'appelle Ellie, je suis française, ça fait 11 ans que je suis à Luxembourg. Je suis avocate à Luxembourg, je travaille dans la matière juridique et fiscale depuis à peu près 11 ans. Et puis bah voilà, ça me plaît d'être ici avec vous et ça me plaît d'être ici avec Gaël et de vous parler de choses qui me passionnent parce que oui, le droit et la fiscalité, ça peut être passionnant, intéressant et pratique. Voilà, Voilà. tout autant que l'investissement. Les deux, les deux geeks qui essayent de convaincre. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Donc, n'hésitez pas à interagir sur le chat. Notre Maxime national unique et préféré est là pour répondre aux questions et échanger avec vous pendant qu'Élise et moi on est sur scène. Il y a également la possibilité de poser vos questions, donc surtout n'hésitez pas. On s'arrêtera après chaque section. Bah voilà, pour prendre un peu les questions que vous avez. Et puis surtout, moi j'aime beaucoup notre fonction sondage qui me permet de mieux vous connaître et de comprendre un peu comment vous vous situez. En particulier dans ce thème-ci, j'ai posé quelques questions auxquelles j'aimerais avoir votre réponse avant qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet. Alors, je rentre dans ma partie sondage et je vais vous donner le premier. Vous savez, j'aime toujours bien savoir comment, si je le retrouve, oui voilà, comment vous vous sentez aujourd'hui. Et hop, il est publié. Alors, dites-moi tout. Comment ça se passe en cette 2000e semaine de confinement? Euh, Toujours en couple. Toujours en couple? Non, ça, j'ai pas encore posé. En fait, t'as pas vraiment le choix. T'es coincé chez toi. Avez-vous toujours des enfants? Pas trop mal. Ok, super. Oui, c'est un peu le même combat chez nous, hein, Elise. Voilà, on a le plaisir d'échanger avec nos enfants. Elise, en plus, a deux petits chenapans à la maison qui sont. Pas très calme. Ok. Alors, j'aimerais en savoir un peu plus sur vous concernant ce thème qui est l'argent et le couple. Déjà, d'avoir un peu dans quelle situation civile, comme on l'appelle, vous vous trouvez aujourd'hui. Celles qui veulent bien répondre, hein, c'est sur base volontaire et c'est anonyme. Je sais pas qui a répondu quoi, donc c'est juste pour avoir une idée. Donc on a un mix là pour le moment entre célibataire, marié. Ah, voilà, on a tout en fait. Super. Bon voilà, Élise, tu vois, je pense que nous serons Un beau panel. pendus à tes lèvres exactement. Euh, ok. Et qui gère le budget du ménage au quotidien pour celles qui sont en couple? On va y voir. Ok, les deux, vous, les deux.
Un 50-50. Ouais, mais par contre, il y a personne qui a répondu mon conjoint. Donc, il y en a qui ont répondu personne. C'est bien, c'est courageux. Ok. Ah, quand même, le conjoint, parfois. Ok, super. Et la gestion quotidienne, hein, elle se passe comment? Conjoint, compte séparé, les deux? Oui. Voilà, on va parler de tout ça. Donc, c'est intéressant de voir un peu qui se trouve dans quelle équipe. Ok. Et la dernière sur la partie investissement. Hop. Comment ça se passe? Conjointement, par personne, oui, ça c'est pas grave, on va y remédier. Conjointement, d'accord, ou individuellement pour chacun. Très bien. Ok. Bon bah voilà. En plus, ça vous donne aussi vous un peu d'infos sur comment vous situez par rapport à notre panel d'aujourd'hui. On va discuter de ces différents thèmes dans l'heure qui vient. Donc aujourd'hui, 5 thèmes. Je vais partager mon écran, partager ma présentation. Si j'y arrive, hop. Voilà. J'espère que vous voyez tous l'agenda. Donc, parler d'argent dans le couple. C'est un des premiers points qu'on va aborder. Les types d'engagement, les droits et les devoirs que ça confère. Donc, Élise va passer à travers un peu les différents types de régimes matrimoniaux et les implications. Épargner, investir en couple. Protéger son patrimoine et puis questions et réponses de votre côté, sachant qu'on peut les prendre au fur et à mesure. Donc, surtout, n'hésitez pas. Mais d'abord, un petit peu d'histoire. Et pour un petit clin d'œil, je vous ai mis une vidéo là qui dure quelques secondes, qui date il n'y a pas si longtemps que ça. J'espère que ça va fonctionner. Ça fonctionnait tout à l'heure. Oui, voilà. Cette semaine, madame, vous êtes devenue une autre femme, forte de droits nouveaux. À l'avenir, quel que soit votre régime matrimonial, vous administrez vos biens propres et en disposez librement, c'est nouveau. Vous êtes libre d'avoir votre compte en banque, d'exercer une profession, de faire une opération en bourse, de transférer vos fonds et d'acheter de devises. Cette réforme satisfait la plupart des femmes, mais elle juge sagement qu'un mariage réussi ne tient pas à la forme d'un contrat, mais à la bonne volonté commune. Alors, je précise, c'est pas nous qui applaudissons, hein. C'est l'extrait. Donc, c'était le journal parlé du 1er février 1966 en France. Donc, il y a vraiment eu, il y a pas si longtemps que ça, un journal qui annonçait que c'était un jour nouveau, que nous avions des droits en tant que femmes. Et donc, je tiens juste à rappeler, c'est pour ça qu'il est important d'avoir cette discussion sur voilà, comment gérer son argent en couple, comment s'assurer que les décisions qu'on prend, on les prend de manière consciente et pas simplement par des non-choix ou des choses qu'on signe ou au contraire qu'on ne signe pas parce qu'on est amoureuse et que on fait confiance. Eh bien, ces droits, ils ont été acquis de haute lutte et il n'y a pas si longtemps que ça, il y a à peine 50 ans, puisque en France la loi qui nous accordait des droits de travailler, d'ouvrir un compte en banque et de pouvoir gérer son argent sans avoir l'autorisation de son mari quand on était donc mariés, date de 1965. Et les deux époux ont les mêmes droits depuis 1985 seulement. Donc pour ma part et pour celle d'Élise, on était déjà nés quand cette loi est passée, ce qui est un peu surprenant quand même. En Belgique, dis-moi. C'est une lettre plus tard quand même. Attends, j'ai pas compris. C'est de naître à ces dates-là quand même. Oui, bah, écoute, c'est mieux mieux après qu'avant, ça c'est clair, mais bon, écoute, voilà. Donc juste pour remettre ceci un peu en perspective, ça reste quelque chose de relativement récent d'un point de vue culturel dans notre société.
Et donc, d'où l'intérêt d'avoir une vraie conversation là-dessus. Et parler d'argent, c'est quelque chose qu'on fait pas facilement. Alors, on le fait pas facilement tout court, que ce soit avec nos amis, nos parents, mais on le fait encore moins facilement en couple. En préparant ce webinaire, j'ai un peu regardé différentes vidéos qui parlaient du sujet, et notamment beaucoup de psychologues qui disaient que l'argent était un des premiers sujets de conflit au sein d'un couple, parce qu'on n'en parlait pas, ou en tout cas qu'on en parlait peu et qu'on en parlait mal. Donc la première étape pour gérer sainement, on va dire, cette relation à l'argent et au couple, c'est déjà de commencer à en parler, parce que bon, c'est quand même une décision d'engagement qui a une certaine durée de vie. Voilà, certaines, en tout cas, s'engagent en pensant que elles vont vivre toute leur vie avec cette personne. Donc, c'est quand même, enfin, je veux dire, assez intéressant de pouvoir parler du style de vie que vous voulez mener, de la manière dont vous concevez l'épargne, les dépenses, de la carrière que vous voulez mener, des implications financières que ça peut avoir, de qui va gagner quoi, ou en tout cas quelle est la différence qui pourrait exister entre les capacités de l'un et de l'autre à financer les besoins du ménage, le passé que vous ou votre partenaire pourrait avoir et les implications financières que ça peut avoir également. Le désir d'enfant, si vous n'en avez pas encore, et les implications que ça peut avoir, alors d'abord sur la carrière de l'un et de l'autre, et puis du coup forcément sur les implications financières et la manière dont ces choix financiers impactent l'un ou l'autre conjoint. Donc clairement, ce sont des choses, quand on en discute comme ça, je suis sûre, vous dites, bah oui, ça mérite d'être clarifié. La réalité, c'est que c'est rarement des discussions qu'on a, ou en tout cas, on les a de manière très succincte, alors que c'est assez structurant. Il est donc vraiment important d'avoir cette conversation. Alors au début de la relation, si vous commencez, lors d'une décision d'engagement quelle qu'elle soit, et on va voir avec Élise justement quels sont ces types d'engagements qu'on peut avoir, mais également tout au long de votre vie de couple, puisque en fonction de l'évolution des carrières, de l'évolution de votre vie familiale, de l'évolution aussi de vos désirs, de vos envies, eh bien, les règles que vous avez pu mettre en place ou sur lesquelles vous vous étiez accordé à un moment dans le temps sont peut-être juste plus valables ou ne vous conviennent pas. Et c'est très bien aussi de dire un partenariat, c'est aussi quelque chose qui peut se revoir au quotidien. L'important, c'est vraiment la communication et la clarté sur ce genre de choses. Et puis, cette discussion va aussi être potentiellement structurante sur le type d'engagement que vous prenez l'un envers l'autre. Et du coup des droits, des conséquences aussi dans des moments de vie ou des accidents de la vie, comme des divorces ou la perte de votre conjoint. Toutes ces choses-là qu'on espère qui n'arriveront jamais, pratiquement en fait, elles peuvent se passer plus ou moins bien en fonction des choix et des discussions que vous aurez eues tout au long de votre relation. Et on va en parler tout de suite avec Élise pour justement voir quelles sont les implications, outre l'amour toujours et les bons côtés de partager sa vie, quelles sont un peu les implications plutôt financières, fiscales et liées à ça de transmission de patrimoine en fonction du choix que vous aurez pris pour que vous ayez bien conscience des engagements que vous prenez, que vous avez pris ou que vous voulez prendre. Élise, justement, quels sont ces différents types d'engagements? Comment est-ce qu'on peut naviguer à travers tout ça? On a essayé, on peut faire une typologie de trois types d'engagement pour un couple. Donc il y a le concubinage, le pax et le mariage. Voilà. En fait, après on a des sous-catégories. On va un petit peu passer en détail sur le mariage qui peut être sujet à plusieurs combinaisons. Mais on va d'abord commencer par on va dire l'engagement le plus simple qui est le concubinage. Donc le concubinage, c'est vraiment une situation de fait où deux personnes vivent ensemble et puis élèvent des enfants, ont une communauté de vie, mais n'ont aucun lien et n'ont aucune structure juridique. Bon, je suis désolée, je vais parler tout le temps de structure juridique, mais je suis juriste, donc c'est comme ça. Voilà. Je vais essayer de traduire le cas échéant. Hein. Voilà, le concubinage, c'est le fait de vivre ensemble avec son conjoint, mais vraiment sans avoir contracté un quelconque contrat, un quelconque engagement civil
civil. Hein. Moi, je parle toujours d'engagement civil. Je vais parler d'engagement religieux qui est tout à fait autre chose. Donc voilà. Donc le concubinage, c'est une situation de fait où deux personnes vivent ensemble. Donc en fait, n'ayant aucune structure et enveloppe juridique, les personnes administrent et gèrent leurs biens de façon individuelle. Voilà. Ça a aussi des impacts au niveau imposition. Au niveau imposition, vous êtes considéré, quand vous êtes dans une situation de concubinage, même si vous avez des enfants ensemble, vous êtes considéré comme des célibataires. Donc vous allez préparer une déclaration fiscale chacun de votre côté, chacun des conjoints prépare sa déclaration fiscale et est imposé comme s'il était célibataire. Parce que juridiquement, c'est comme ça qu'il est considéré. Élise, tout ce qui est abattement fiscal, justement pour charges d'enfants, les gardes, etc., comment est-ce que ça fonctionne? Sur quel En fait, les enfants, on va malheureusement les répartir. Donc, c'est souvent ce qui arrive. Il y a un des conjoints qui va prendre à sa charge les enfants et on va passer donc en France ou à Luxembourg. Alors à Luxembourg, on a des classes d'impôts comme beaucoup d'entre vous doivent le savoir. Donc, on va passer sur une classe d'impôt qui s'appelle la classe d'impôt 1A et puis on a cet enfant à charge au niveau fiscal. Et puis l'autre concubin, soit il va avoir aussi un autre enfant à charge ou enfin voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. On s'est réparti, mais il n'y a aucune obligation juridique de faire quoi que ce soit. Par contre, quand on est dans une situation de concubinage et qu'on a des enfants, alors on a des obligations envers ses enfants. Voilà, les enfants, on doit les éduquer, on doit répondre à leurs besoins. Ça, peu importe qu'on soit marié, qu'on ne soit pas marié, c'est quelque chose que vous devrez. C'est une responsabilité que vous devez porter en tant que parent, et ça n'a rien à voir avec l'organisation juridique du couple, de votre couple. Voilà. D'accord. Dans la situation de concubinage, je pense que beaucoup de couples y passent à un moment ou à un autre, puisque c'est à partir du moment où tu emménages avec ton compagnon avant de décider quoi que ce soit du type Pacs ou mariage, en fait, tu te retrouves de facto dans une situation de concubinage où finalement, tu as un domicile commun. C'est peut-être sans doute par là que ça commence, mais pas d'autres liens existants, et donc notamment pas de conjoint, puisque pour ça, si j'ai bien compris, il faut déjà un certain engagement, ou en tout cas un lien juridique qui existe entre deux parties. C'est ça? De toute façon, oui, à l'ouverture d'un conjoint, les établissements bancaires vont vous demander un titre. Alors c'est un contrat de mariage, c'est un certificat de mariage, enfin voilà, des choses comme ça, ou une copie de votre contrat de Pacs pour pouvoir passer sur un conjoint, parce qu'il faut vraiment un titre juridique pour avoir un conjoint. Si par exemple, à titre administratif, vous voulez donner accès à votre compte bancaire à votre conjoint, là, ça va marcher plutôt sous forme d'une procuration sur un compte. Ce qui est tout à fait différent sur le lien et l'administration juridique des choses. Donc voilà. Ok, donc ce que tu me dis, c'est tout ce qui est, en fait, le concubinage, c'est la situation qui est la plus, on va dire, qui te sépare en tout cas le plus, les intérêts, que ce soit les avoirs ou les dettes de tout un chacun. Il n'y a aucune solidarité entre guillemets financière entre les deux compagnons. Exactement. Et ça peut être une situation entre guillemets un petit peu dangereuse, surtout en cas de succession, quand vous allez vivre avec votre conjoint, vous n'êtes pas marié, pas pacsé, ça peut être un petit peu aussi compliqué pour l'après décès d'un des conjoints. Le conjoint survivant n'est pas un héritier. Donc c'est vraiment une situation, on appelle ça, chez les juristes, on appelle ça une situation de fait. Donc on constate que deux personnes vivent ensemble, c'est ça le concubinage. Et en fait, dans la succession, ça peut être assez risqué pour le conjoint survivant, puisque lui n'apparaît en aucun cas dans les héritiers du défunt. Voilà. Sauf après, ce qui peut se passer si on veut rester dans cette situation parce qu'on est plus confortable avec ça c'est une vision personnelle que chacun doit avoir, sauf à aller et à faire un testament et à transmettre son patrimoine via un testament. Mais là, il faut un testament, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit écrit et qui soit conçu pour permettre ce transfert. Sinon, automatiquement, le conjoint survivant n'a aucun droit sur la succession de son conjoint défunt. Ouais, donc concrètement, ça veut dire que s'il n'y a pas d'enfant,
le patrimoine du conjoint, en fait, va à ses héritiers les plus directs. Donc, à l'absence d'enfants, c'est ses frères et ses sœurs. Les frères et sœurs, Voilà. Ok. Et si tu as un testament, ça règle la problématique du transfert, mais par contre, tu restes un tiers, donc droit de succession s'applique en plein, quoi. Voilà, exactement. Ok. Considéré comme un tiers, comme un tiers. Donc, en général, dans toutes les fiscalités, je vais parler plutôt là pour le Luxembourg. Pour le Luxembourg, on est dans la tranche la plus haute. On a le taux d'imposition le plus haut. Et là, on peut aller vraiment sur des montants importants. Mais au-delà de l'aspect, on va dire, droit de succession, ce qui est vraiment très important, c'est l'aspect civil. Et l'aspect civil, c'est que votre conjoint, en cas de concubinage, en situation de concubinage, ça n'est pas votre héritier. Donc vous pouvez, ça peut être quand même, les conséquences peuvent être quand même assez dramatiques. Parce que le jour où ça peut arriver, le jour où il y a le décès d'un conjoint, l'autre peut se retrouver quand même dans une situation assez difficile et assez particulière, puisqu'il n'apparaît pas comme héritier. Donc voilà. Ouais. Il y a aussi une histoire de droit de pension, si je me trompe pas, Élise, puisque en cas de, quand tu es marié, tu as droit, si je me trompe pas, au droit de pension de ton conjoint, ce qui n'est pas le cas par la force des choses si tu es en concubinage. Donc en fait, toutes ces implications là sur le long terme, voilà, ont quand même un impact potentiellement pour le conjoint survivant. D'accord. Très clair. Le PACS. Ah oui, alors ensuite on passe au PACS, pardon. Donc là, c'est si on fait une hiérarchie, on va dire, de l'organisation un petit peu juridique d'un couple, le PACS, c'est vraiment l'étape au-dessus du concubinage. Donc le PACS, ça s'appelle comme ça en France. À Luxembourg, c'est le partenariat civil et en Belgique, c'est la cohabitation légale. En fait, c'est un contrat civil que les époux signent et font enregistrer auprès de l'état civil. Soit en France, soit en Belgique, soit à Luxembourg. Et le PACS, ça a pour vocation de donner des droits assez similaires, quasi similaires en droit civil, similaires d'un point de vue sécurité sociale et d'un point de vue fiscalité à un couple marié. Donc quasi civil parce que en fait d'un point de vue civil on va quand même avoir certaines limites. Donc par exemple les avoirs, les revenus qu'on génère dans le cadre les revenus générés par des partenaires d'un PACS restent quand même des revenus individuels. Ok, d'accord. Voilà. Au niveau des dettes, c'est la même chose. Ça va être une dette, toute dette contractée va être une dette considérée comme individuelle, donc c'est-à-dire que chacun va aller contracter, sauf les dettes domestiques. Donc toutes les charges domestiques, donc c'est-à-dire, je sais pas moi, entretien du domicile commun, aussi l'entretien et les charges qui sont liées à l'éducation des enfants. Tout ça, c'est commun. Voilà. Le reste des dettes et des charges individuelles. Donc voilà. La seule chose qui pourrait pousser le partenaire d'un PACS à ne pas contribuer aux charges domestiques, c'est dans le cas où l'autre partenaire ferait des dépenses un petit peu démesurées et excessives. Voilà. Mais c'est aussi en fonction des revenus de chacun. Les charges sont supportées en proportion des revenus de chacun. Voilà. Comme ça l'est pour le mariage. Ensuite, en fiscalité, par exemple, à Luxembourg, on a une imposition commune, mais par option. Donc, en fait, à Luxembourg, une personne mariée est imposée comme ça tous les mois. On va dire, si vous êtes salarié, vous rentrez dans la classe 2, la classe des personnes mariées. Un partenaire de PACS, en fait, c'est à la fin de l'année. Quand il dépose sa déclaration fiscale, il choisit soit de faire une déclaration commune avec son partenaire, ou soit chacun fait sa déclaration fiscale séparément. Voilà. Mais donc, il est plus discriminé, entre guillemets. Il a le choix en fait, d'être fiscalement imposé comme s'il était marié ou comme s'il était célibataire, voilà, en fonction du régime qui finalement est le plus favorable à l'un et à l'autre.
en résumé, si vous voulez, ce que font les gens pacsés en fin d'année, c'est qu'ils remettent un petit peu, ils commencent leur déclaration fiscale, ils commencent à faire une petite simulation, et puis ils vont opter en fonction du régime qui va être le plus intéressant pour eux. Est-ce que l'imposition collective va être intéressante pour eux, ou est-ce que c'est plutôt l'imposition individuelle qui va l'être? Donc c'est vraiment une option. C'est au moment où on dépose sa déclaration fiscale, on opte pour l'imposition commune ou pour l'imposition individuelle. D'accord. Et Belgique, France, c'est plus ou moins le même système? En France et en Belgique, c'est par contre une déclaration commune. Voilà. Systématiquement. Okay. C'est le petit exotisme luxembourgeois, si je peux me le permettre. Voilà. Ça veut dire que concrètement, en cohabitation légale en Belgique, tu es imposé de la même manière qu'un couple marié le serait, en fait. Voilà. Il faut, en Belgique comme en France, quand vous déclarez si vous êtes partenaire d'un PACS, vous devez faire une déclaration commune avec votre conjoint et vous allez être imposé de façon collective ou commune. Voilà. D'accord. Voilà. Ok, très clair. Mais donc en fait, la différence entre un PACS et un contrat de mariage, enfin un certificat de mariage, puisque contrat de mariage c'est encore l'étape supplémentaire. La différence? Oui. Bah civilement, déjà c'est le mariage qui a vraiment une force civile complète, si je puis parler ainsi. Ça amène vraiment une communauté de vie entre les époux sur les qui est quasiment systématique. Sur un PACS, on a un aménagement qui est quand même beaucoup moindre, et on voit aussi cette conséquence civile et cette grande différence entre le mariage et le PACS aussi d'un point de vue transmission successorale. En cas de décès, un partenaire de PACS n'est malheureusement pas un héritier aussi. Il n'est pas considéré comme un héritier. D'accord. En fait, le seul avantage que le PACS en matière successorale va avoir par rapport au concubinage, c'est que le domicile, il va être usufruitier, du domicile commun. Donc ça veut dire qu'il va pouvoir continuer à habiter dans le domicile qu'il avait en commun avec le défunt. Il va pouvoir rester dedans, il va avoir un usufruit qui va pouvoir opposer à tous les héritiers du conjoint décédé. Du conjoint, voilà, décédé. Donc ça, il peut rester dans la maison. Alors à Luxembourg, le droit d'usufruit est temporaire sur le logement, c'est seulement 1 an, ça dure 1 an après le décès, voilà. À Luxembourg, en Belgique et en France, l'usufruit est beaucoup plus long. D'accord. Et l'usufruit, il est aussi pas vraiment très stable, puisqu'il peut être complètement ignoré dans un testament. Donc ça veut dire que si vous avez un partenaire de PACS qui a fait un testament et qui dit dans le cadre de son testament j'annule l'usufruit, hein, je vous le vulgarise, mais j'annule l'usufruit sur mon logement, et puis je préfère donner mon logement par exemple à mes enfants ou à ma cousine ou je ne sais pas. Voilà. Et ben le partenaire du PACS survivant n'aura même plus le droit à cet usufruit sur le logement si par testament le défunt partenaire a décidé d'annuler cet usufruit, ce droit d'usufruit de son partenaire. D'accord. C'est pas très sympa, mais ça peut arriver, et il faut vraiment penser à toutes ces problématiques. Voilà. D'accord. Ok. Et donc, pour éviter ça, tu peux vouloir décider de te marier. Pour éviter ça, et aussi parce que tu as envie de te marier, tout simplement. Et donc là, tu disais, c'est le seul, entre guillemets, contrat civil complet. Voilà. Là, tu as des effets civils, oui, complets. Donc, il y a des choses bien, puis il y a des choses moins bien. Donc, civilement, un époux est héritier, est un héritier légal du conjoint défunt. Donc ça, c'est vraiment la grande caractéristique et la grande différence avec le PACS et le concubinage.
Il y a aussi tout ce qui est responsabilité civile. Les époux, ils ont une solidarité sur payer par exemple ses dettes fiscales, les dettes fiscales. Donc le mariage, ça amène aussi la solidarité sur le paiement des dettes fiscales. Donc si un époux ne paye pas ses impôts, le fisc par exemple luxembourgeois peut venir demander à l'autre conjoint de payer les impôts. Il reste solidaire. Voilà. D'accord. Donc là, on a les pleins régimes. On est à les pleins régimes. Donc quand on se marie, que ce soit à Luxembourg, en Belgique ou en France, quand on se marie et qu'on opte pour aucun régime particulier, on est marié sous le régime de la communauté des biens. Mhm. Donc ça implique, donc c'est le régime vraiment légal, on va dire de principe. Mhm. Donc dans ce régime, tous les revenus, alors tous les biens autres que les biens que vous avez acquis avant le mariage, que les biens que vous allez recevoir d'une donation, d'une succession personnelle, tous ces biens-là entrent dans la communauté. Et tous les revenus, tous les fruits que vous allez percevoir de ces biens, donc par exemple un compte titre, je sais pas, vous allez acheter des actions. Toi, Gaëlle, tu achètes des actions. Ces actions produisent des dividendes. Donc déjà, les actions sont dans le patrimoine commun que tu as avec ou si tu n'as pas opté pour un contrat de mariage spécifique. Et ensuite, les dividendes qui sont reçus de ces actions sont des revenus que vous percevez en commun. Ok, d'accord. Voilà. Mais ça aussi implique que, par exemple, tous les revenus professionnels, les salaires, les factures émises si on a un indépendant, tous ces revenus rentrent vraiment dans le pot commun, dans le pot commun du mariage et du ménage. Voilà. On a toujours aussi, du coup, comme on a toute cette gestion des avoirs en commun, toutes les dettes aussi sont communes, toutes les dettes contractées pendant le mariage. Oui, voilà. C'est pas ce que tu as Donc en fait, si tu arrives avec, je sais pas moi, une dette, un prêt étudiant par exemple, cette dette reste une dette propre duquel le conjoint n'est pas solidaire. On est d'accord? Exactement. Okay. D'accord. Ok. Voilà. Et puis, il faut pas oublier que tout ce que vous recevez aussi en succession, par exemple de vos parents ou de vos grands-parents, tout ça, c'est des biens qui restent propres. Ça ne rentre pas dans la communauté. Même si vous êtes marié et que par exemple, je sais pas moi, votre grand-père vient à décéder et puis vous recevez quelque chose de sa succession, ça ne devient jamais le bien commun de votre communauté, de votre mariage. Ça reste un bien propre. À partir du moment où tu peux continuer à l'identifier, Elise, parce que si on réalise la vente de cet immeuble, par exemple, et que tu as du coup cette somme qui rentre sur ton carnet d'épargne, admettons. Voilà. Normalement, ça devrait rester, en fait, en cas de liquidation de la communauté, on doit considérer cette fraction d'argent, enfin ce montant d'argent, comme un bien propre. D'accord. Voilà. Mais tu peux retracer parce que si tu décides d'investir cet argent, par exemple, sur un compte d'investissement dans lequel tu avais mis de l'argent par ailleurs, comment tu identifies quels sont les revenus générés par ce compte qui proviennent de ton argent hérité, de ce qui est considéré comme étant dans la communauté? Eh ben, ça devient des comptes d'apothicaire. Ouais, d'accord. Bon, quand tout va bien, mais le jour où, voilà. En fait, c'est des problématiques qui vont venir très souvent. Alors, en cas de divorce, en cas de succession, première étape, la première étape qu'on fait quand on est dans le cadre d'un mariage en communauté de biens, c'est d'abord on doit liquider la communauté. Voilà. Donc, il faut répartir entre chaque époux avec quoi, pour simplifier, avec quoi va repartir chaque époux. Donc, c'est vraiment, oui, ça peut vraiment être un casse-tête pour celui qui fait ça, qui liquide la communauté. En général, c'est confié à des notaires. Ça peut être vraiment très très problématique et très complexe. Donc, parce qu'il faut vraiment toujours réidentifier où a été réinvesti. Par exemple, la plus-value que vous avez fait sur la cession de la maison que vous aviez reçue de l'héritage de votre grand-mère. Voilà.
Et ça peut être vraiment très complexe. Là, si on va vraiment dans des comptes d'investissement où il va y avoir peut-être des obligations, des dividendes, et que vous avez un petit peu fusionné avec de l'argent commun, oui, ça peut être vraiment très compliqué. Très complexe. Et à l'inverse, une personne qui pose une question, je suis désolée, je vois pas le nom. Je pense que mon browser, oui voilà, mon browser est un peu en détresse, mais je vois la question. Est-il possible d'attribuer une partie de la succession au patrimoine commun? Donc l'inverse de ce qu'on a dit, qui est de dire, en cas de problème, litige, dans des moments un peu compliqués, c'est difficile de le retracer, mais à l'inverse, est-ce qu'on peut décider d'inclure une partie de cette donation au patrimoine commun? Je suppose que c'est dans le cas pour protéger le conjoint survivant dans le cas d'un décès de celle ou celui qui a hérité. Oui, ça, on peut le faire. En fait, si vous voulez, après, vous pouvez le mariage en communauté de biens, c'est pas quelque chose complètement figé et complètement rigide. Les époux, ils peuvent aussi décider de réattribuer des choses, réapporter, par exemple, contribuer peut-être un petit peu plus sur des achats, des choses comme ça, et utiliser, affecter ça, et dire bon écoutez, de toute façon, si on revend cette maison, même si c'est de l'héritage de ma grand-mère, je décide de le mettre en commun. Tout ça, vous pouvez le faire. Mmh. Cependant, tout doit être tenu devant des actes notariés parce que, en fait, comme là, on a des renonciations à des droits, etc., tout doit être géré en amont par un notaire et tout doit être strictement repris dans un acte notarié pour que, justement, le jour où il y aura une succession, parce que le problème de la succession, c'est que il manque un des deux conjoints. Et pour répartir les biens et de se dire oui non mais il m'avait dit quand on buvait un café l'autre jour qu'il allait me donner ça, bon c'est un peu compliqué, ça va pas être possible comme ça, donc c'est pour ça qu'il faut être vraiment très formaliste dans cet aspect-là, et dans le cadre des actes notariés que vous allez prendre pour faire de l'acquisition de biens communs, etc., par exemple des maisons, des choses comme ça, vous pouvez parfaitement dire dans l'acte j'attribue ça, enfin je considère que c'est un bien commun, je préfère donner un petit peu plus à ma femme en cas de vente, etc. Tout ça, vous pouvez le faire. C'est à la condition qu'il y ait l'accord des deux époux et que ce soit fait devant un acte, dans le cadre d'un acte notarié. Et justement, la question, là, qu'on a parlé de communauté de biens jusqu'à présent, qui est le régime par défaut, comme tu l'as si bien dit, mais il y a possibilité de ne pas tomber dans le régime par défaut et de décider de faire une séparation complète des biens dans le cas d'un mariage. Et donc, dans ce cas, c'est un peu l'inverse qui se passe, c'est-à-dire que par défaut, l'ensemble des biens, la propriété des biens reste attribuée à l'un à l'autre par défaut. Alors voilà, en fait, la séparation de biens, c'est vraiment les régimes matrimoniaux, c'est des régimes qui sont très flexibles. Si on respecte un certain formalisme. Donc, dans la séparation des biens, on pourrait aussi décider qu'un bien est commun. Par exemple, pour tous les gens qui sont mariés en séparation de biens, en général, la maison où ils vivent, c'est un bien entre guillemets commun. Mais la seule différence qui va se passer dans le cadre de la séparation de biens, c'est que les biens qu'on a achetés en commun, ils vont tomber en indivision. Ça veut dire que vous et votre époux, vous allez être tous les deux propriétaires à deux du tout. Voilà, c'est ça l'indivision. Ça veut dire l'indivision, c'est une fiction juridique qui dit que on peut pas vraiment identifier. Enfin, est-ce que la poignée de la porte de la cuisine est à moi? Est-ce que la porte, de la salle de bain est à moi? Ça, on peut pas l'identifier. Moi, je te dis, la poignée de la porte de la salle de bain, elle est à moi. Hein, par exemple. La cuisine, je lui laisse. Voilà, c'est pas possible, Gaëlle. Tu es dans l'indivision. Donc, ok. La seule différence entre l'indivision, c'est une fiction juridique qui peut pas durer éternellement. Donc après, les époux, ils ont acheté cette maison en commun. On est dans le cadre de l'indivision, donc même dans le cadre d'un divorce, c'est un petit peu la même chose. On peut pas rester ad vitam aeternam dans cette situation. Donc deux solutions pour les époux. Le bien en indivision, on va le vendre.
On le vend à deux, hein, parce que acheter une part d'indivision d'un bien, enfin d'une maison, ça ne sert à rien et personne ne voudra vous l'acheter. Ou sinon, bah l'autre, l'époux qui veut peut-être rester dans la maison, bah rachète la part de l'autre. Voilà. D'accord. Mais ça, c'est la même chose que tu sois en séparation ou en communauté de biens, finalement. Oui, ça en communauté de biens aussi, puisque la maison est à 50-50. Mais la séparation de biens, on va jamais réussir à mettre un bien en commun et à le liquider, parce qu'en fait, quand vous êtes marié sous le régime de la séparation de biens, il n'y a pas d'universalité entre les deux époux, il n'y a pas une espèce de masse commune entre les deux époux, il y a deux masses bien distinctes. Voilà. Mais tu peux créer une troisième masse qui soit commune. Donc, soit commune, mais avec deux propriétaires bien identifiés. Okay. Exactement. D'accord, très bien. Donc, par exemple, tout ce qui est conjoint tombe dans cette indivision. Voilà. Ouais, exactement. Et donc, par défaut, quand tu ouvres un compte joint quand tu as un compte joint en étant sous le régime de la séparation de biens, en cas de séparation ou de succession, comment tu fais? C'est 50-50, tu retraces les apports de l'un et de l'autre jusqu'à ce que tu puisses remonter, enfin jusqu'où tu peux remonter. Comment ça se passe? Alors en fait, je pense que ça va être du 50-50. Okay. Ou ça va être du 50-50 parce que c'est vraiment systématiquement de l'indivision. Voilà. D'accord. Ok. Donc en fait, alors j'ai une question. En cas de séparation de biens, est-ce que ça veut dire qu'en cas de vente de la maison, un des partenaires peut s'opposer à la vente? Ah oui, mais vous pouvez. Enfin, je vais créer des. J'ai un petit peu peur là. C'est hypothétique comme question. Dans la séparation de biens, si vous faites un acte de vente de la maison, vous allez être obligé, par exemple, de passer cet acte de vente devant notaire, puisque de toute façon, la vente de biens immobiliers, ça se fait via des contrats des contrats authentiques, donc ça se fait devant un notaire, et le notaire il va vous demander la signature des deux propriétaires co-indivisaires qui seront les deux époux mariés sous le régime de la séparation des biens. Mais par contre, pour préciser, tu ne peux pas obliger quelqu'un à rester en indivision, si je ne me trompe pas, et donc certes tu peux refuser la vente dont l'acte fait l'objet, mais alors tu vas devoir proposer une solution alternative pour que l'autre partie sorte de l'indivision. On est d'accord? Oui, ou alors ça va être géré en vente forcée. On peut après aller au tribunal. De toute façon, l'indivision ne peut pas, on peut pas forcer quelqu'un à rester perpétuellement en indivision parce qu'une l'indivision doit avoir une fin en fait. On peut pas rester 1000 ans en indivision. C'est une fiction, c'est idiot. Donc si on passe ce délai et que la partie ne consent toujours pas à vendre ou à prendre une décision de rachat, de choses comme ça, bah là on a une possibilité d'aller devant un juge. Oui, alors on passe devant la médiation comme je vois pas les noms, alors je suis désolée, on peut passer par la médiation. Mais après, bah, on peut aller vers la voie judiciaire. Mais c'est vrai que il y a aussi beaucoup des conflits un petit peu patrimoniaux comme ça. Ça peut aussi être géré par un notaire. Parfois, dans le cadre de liquidation de communauté un petit peu compliqué, ce qu'on fait, c'est que dans le cadre de procédure de divorce, donc on a un juge qui va activer le divorce pour pas obliger les gens à rester ensemble. Hein. Juridiquement liés, le juge va prononcer le divorce et va confier la liquidation de la communauté à un notaire. Voilà. Comme ça, le notaire, il gère un petit peu plus l'aspect patrimonial et financier. Il intervient comme un médiateur, comme la personne, je suis désolée, je vois pas vos noms, donc comme la personne vient de nous poser en question. Donc ça va être dans une phase médiation. Et après, bah, si on n'arrive pas à trouver un accord entre les parties et à passer à autre chose, on peut aller devant un tribunal et là un juge pourrait déclarer une vente forcée, en fait, pourrait forcer à la vente de la maison qu'on n'arrive pas à vendre parce qu'elle est bloquée dans une indivision. Voilà. Okay. Après, c'est des procédures extrêmement longues, ça prend des années, donc c'est excessivement cher, donc voilà, il faut essayer de transiger au maximum. Et justement, donc, est-ce que un contrat de séparation de biens
facilite justement ces moments un peu moins agréables de divorce, d'héritage et compagnie, parce que les choses finalement sont plus claires, ou est-ce que ça amène au contraire à des difficultés de trouver une solution rapide? Je pense que le mariage en séparation de biens, c'est beaucoup pour protéger l'autre époux. En fait, parce que le mariage en communauté de biens, ça amène une responsabilité des époux sur les dettes communes. Et après, c'est par exemple pour un époux qui va avoir une activité professionnelle indépendante, ça peut être vraiment très risqué pour la famille et pour l'autre conjoint. Donc les mariages les contrats de mariage, c'est assez souvent choisi pour moduler cet aspect pratique et pour un petit peu épargner ou comment dire, limiter un certain risque pour l'époux. Quand on a un époux qui a une activité professionnelle qui va pas être dangereuse, mais qui peut être assez risquée parce que, par exemple, je sais pas moi, on décide de faire une activité de restaurant, on doit faire beaucoup de prêts bancaires pour acheter tout le matériel de restauration, et on veut pas forcément faire peser cette épée de Damoclès sur la tête de la famille et de l'autre conjoint. Dans le cadre de divorce je pense que le mariage en séparation de biens, ça peut vraiment accélérer les choses parce que c'est vraiment très clair. Pareil aussi quand on a une entreprise, quand on crée son entreprise, quand on est dans un mariage en communauté de biens, moi j'ai beaucoup de clients qui ont du mal à comprendre que par exemple une société qu'ils ont constituée, où par exemple leur conjoint n'est pas forcément actionnaire, ils ont beaucoup de mal à comprendre que c'est un bien commun, les parts de la société. Voilà. Alors que quand on est marié en séparation de biens, on n'a plus du tout ce problème parce on constitue sa société, on fait sa vie professionnelle de son côté, et puis en cas de séparation, on repart tranquillement avec les parts de sa société et de son business, alors qu'un mariage en communauté de biens, il peut y avoir peut-être de grosses discussions dessus en cas de séparation. Ça peut être un petit peu plus complexe. C'est clair. Et pour ajouter, parce que j'ai pas mal d'exemples de participantes comme vous qui me contactent, ou de discussions que j'ai eues, et il faut savoir qu'on peut changer de régime matrimonial en cours de route. Donc si je me trompe pas, c'est 2 ans. Donc il y a une période entre guillemets moratoire de 2 ans à partir du moment où on a décidé d'un contrat de mariage pour pouvoir changer de régime matrimonial. Élise, si je me trompe pas. Oui. Donc c'est quelque chose auquel il faut rester un peu vigilant, parce que j'ai eu des cas de femmes. Alors encore une fois, je suis certaine que je peux trouver des hommes dans la même situation. Il se trouve que ils viennent moins se confier, dont le mari a lancé sa boîte sous le régime communauté des biens, qui a galéré les premières années comme beaucoup d'entrepreneurs. Et puis sa société commençait à bien fonctionner, et il a demandé à changer de régime matrimonial en prenant le prétexte entre guillemets que ça protégeait son conjoint, exactement comme Élise vient de le dire, sauf qu'en fait les risques étaient dans la période où ils ont vécu sous le régime de la communauté, où elle l'a aidé et où son patrimoine à elle, en tout cas ses revenus du travail, lui ont permis à lui de réaliser ses rêves et de financer les débuts. Et puis, ils ont changé de régime matrimonial, et quelques années, mais pas très très longtemps après, ils ont divorcé, puisque monsieur a décidé de s'en aller avec quelqu'un d'autre. Et du coup, la société était plus du tout dans le patrimoine commun. Et évidemment, cette société, entre-temps, valait énormément d'argent. Et elle, par contre, se trouvait dans une situation financière assez compliquée, puisque toutes les économies qu'elle avait pu mettre de côté par ailleurs ont été utilisées pour justement compenser le fait que son conjoint était sans revenu pendant 2-3 ans.
Et donc voilà, elle était en train de renflouer ses économies, mais clairement pas à un niveau où elle était avant de prendre ces décisions-là. Donc voilà, ça marche dans les deux sens. Donc je ne suis pas du tout en train de stigmatiser, hein, on est bien d'accord. Je suis en train de faire girl power. Exactement. Non, ce que je veux dire, c'est que en fonction, si vous voulez monter votre boîte, c'est aussi une vraie question. Donc, en toute transparence, voilà, nous, on a un contrat de séparation de biens qu'on a fait à l'époque pour d'autres raisons quand on s'est marié. Sauf que maintenant, les conséquences de ça, c'est que la boîte, donc ma société m'appartient et n'appartient qu'à moi. Ce qui est quand même d'une certaine manière injuste parce que la réalité, c'est que quand on monte une boîte, quand l'un des deux monte une boîte en couple, en fait, il y a celui qui porte le projet et puis il y a celui qui le soutient. Et qui le soutient à la fois financièrement et aussi en termes de temps, d'énergie, etc. Donc, c'est pas juste d'un point de vue purement financier. Pour le moment, je pense que voilà, objectivement, dans les premiers temps, tout le monde s'en fiche, mais c'est quand ça commence à prendre de la valeur que les problématiques commencent. Donc, de mon côté, voilà, j'ai réfléchi. Il y a plusieurs manières. Hein. On peut faire une donation, on peut, voilà, transférer une partie des parts dans le nom de son conjoint pour que, quoi qu'il arrive, il reste actionnaire de la société et donc il bénéficie de la valeur. Mais c'est important de voir les choix qu'on fait aujourd'hui ont un impact pas simplement au moment où vous les faites, mais potentiellement aussi dans le futur, et que les conséquences que vous n'anticipez pas aujourd'hui peuvent être très importantes dans le futur et du coup en fait amener à des situations de déséquilibre qui soient soit en votre faveur, soit en votre défaveur. Et je pense que dans un côté comme de l'autre, le déséquilibre dans un couple, c'est jamais bon. Donc vraiment, c'est important, surtout d'être conscient en fait des choix et des implications qu'on fait. Il n'y a pas de régime qui soit meilleur que l'autre. Il dépend vraiment de de la manière dont vous voulez gérer votre couple et puis voilà des vies que vous avez choisies, puisqu'effectivement, comme Élise le dit, le fait d'être entrepreneur est assez structurant dans la manière de protéger son patrimoine familial et de s'assurer que les dettes se limitent au patrimoine d'un des deux, pour que le patrimoine de l'autre puisse aider à continuer à survivre en tant que famille dans les moments potentiellement difficiles, quoi. Donc voilà. Donc entre stratégie et honnêteté, oui, c'est vrai. Quand on s'engage, je pense que c'est pour toujours. La réalité, c'est que dans un cas sur deux, c'est pas le cas. Et donc, c'est entre stratégie et honnêteté ou entre être bonne et être conne, il n'y a qu'une lettre. Donc, il faut essayer de trouver un juste milieu entre se dire, OK, moi, je pars du principe que ça sera toujours l'amour, toujours le partenariat. Et donc, finalement, tout ce qu'on peut décider dans un contrat de mariage est caduque parce qu'on ne l'exercera pas. Mais comme toute assurance qu'on prend, comme une assurance incendie, on prend pas une assurance incendie parce qu'on a envie que sa maison brûle. On la prend pour se dire, OK, si elle brûle, ça va déjà être suffisamment compliqué. J'ai pas envie d'en plus m'angoisser parce que je n'aurai pas les moyens de la reconstruire. Eh ben, c'est exactement la même chose. C'est en cas de divorce, la vie est déjà suffisamment compliquée que pour devoir galérer à la reconstruire et à s'estimer lésé. Donc, pouvoir en discuter ouvertement, juste de dire, écoute, au moins l'argent et la répartition ne sera pas un débat dans notre couple, ni maintenant, ni dans le futur, eh ben, ça permet peut-être de vivre les choses un peu plus sereinement. Et ce partage, de nouveau, il appartient à chacun de vous de décider ce qui est juste et ce qui n'est pas. Alors, dans ces cas-là, on peut envisager que dans un contrat de travail, on fasse des clauses d'attribution en faveur de l'époux, pour être sûr que en cas de décès, il y ait pas de problématique et que l'époux ne soit pas lésé. Et comme tu disais, Gaëlle, voilà, que le jour où la société prend de la valeur, si quelque chose t'arrive, que tu puisses transférer, que ton époux puisse recevoir les titres sans qu'il y ait de problématique particulière. Mmh. Il peut y avoir toutes ces choses-là à prévoir. Et ça, de toute façon, la stratégie, ça c'est de la stratégie patrimoniale et c'est pensé à tout niveau. Hein. Ça peut être vraiment des questions très lambda de quelqu'un qui est vraiment salarié à un chef d'entreprise d'une petite PME, PMI et à aussi des gens qui vont gérer des multinationales. Tout ça,
tout ça, c'est vraiment des problématiques qu'il faut avoir en amont. Et c'est pas une question de manque de confiance en l'autre aussi, mais c'est une question de stratégie aussi. Parce que voilà, on peut être dans des situations très bloquantes. Un divorce qui se passe pas bien avec un époux qui va vouloir prendre potentiellement 50% du capital social de votre société, bah ça peut faire couler toute votre activité commerciale en un clin d'œil. Et ça, c'est des problématiques juridiques qui sont vraiment complexes et compliquées à résoudre. Et on n'a pas le temps dans le cadre d'une activité, on n'a pas le temps d'aller devant le tribunal pendant 10 ans et de discuter de ça. Enfin, voilà. Donc, il faut prendre tout ça en considération quand vous vous engagez. Après, je pense que pour l'aspect sentimental, il y a peut-être plus, il y a des cérémonies plus, sentimentales, mais sur ce qui est un petit peu plus civil, il faut aussi être un petit peu stratégique et transparent, comme le disait Gaëlle. Oui, parce que c'est des choses qui se discutent à deux. Je veux dire, je suis pas en train de dire de faire chacun votre stratégie de votre côté. Non, mais franchement, de réfléchir et d'être ouvert sur les risques. Et d'ailleurs, en discutant, c'est aussi un moyen de désamorcer des conflits futurs, parce que il y a peut-être une optique, une manière de voir les choses qui est différente. En discutant ouvertement à ce moment-là, eh bien vous pourrez trouver un terrain d'entente ou pas, mais le cas échéant, c'est de toute manière des problématiques que peut-être auront des conséquences plus graves sur votre partenariat et votre entente dans le futur. Je prends la question, Élise. Il y a une question concernant le PACS. Il semblerait qu'on puisse également faire un acte notarié. Tu m'en as parlé effectivement. Tu peux aussi, dans le cas de PACS, de faire l'équivalent d'un contrat de mariage, si je me trompe pas. Ça s'appelle une convention patrimoniale. Et puis là, on organise un petit peu, son patrimoine. On se dit voilà, ça on va l'acheter, tout ce qu'on va acheter ensemble, et on considérera qu'on sera en indivision. Voilà, vous pouvez. Ça s'appelle une convention patrimoniale à Luxembourg. Et ce qu'il faut faire, c'est que exactement, il faut la faire devant un notaire, et ensuite il faut la remettre à l'officier d'état civil. Pour qu'il le joigne à votre PACS, parce que ça, vous n'êtes pas obligé de le faire le jour où vous allez conclure le contrat de PACS, mais vous pouvez aussi le faire après. Voilà, vous pouvez le faire le jour de la conclusion du PACS, ou vous pouvez le faire après. L'important, pour qu'il soit opposable à votre partenaire et au tiers, il faut aller le faire enregistrer aussi devant l'officier d'état civil. Voilà. Une autre question d'Isabelle. Une assurance vie ouverte après mariage sous communauté de biens, mais dont l'argent est issu d'une procédure prud'homale dédommagement du préjudice subi par l'un des conjoints. Est-ce qu'il y aura séparation 50-50 en cas de divorce? Si je me souviens bien, c'est un bien propre, ça, quand il s'agit d'un préjudice, et donc il reste la propriété de celui qui l'a eu, c'est ça? Donc pas 50-50. Ouais, voilà. Mais pas parce que c'est une assurance vie, mais parce que l'argent est issu d'une procédure en dédommagement. On est d'accord? Ouais. Après, ça, c'est en cas de divorce, c'est l'avocat ou le notaire qui va aller faire vraiment de l'analyse en profondeur de toute la constitution, comment a été constituée la communauté, comment a été constitué le contrat d'assurance vie, etc. Donc voilà, c'est... Ouais. Alors, d'après votre expérience, quelles sont les quelles sont les probabilités que le conjoint réclame sa part d'une entreprise en cas de divorce dans le cadre d'un mariage sous le régime légal? Alors, je laisse la juriste avocate répondre. C'est même plus une question c'est plus une question juridique, c'est plutôt une question humaine. Oui. Moi, je sais que ça arrive que le conjoint, on va dire le conjoint qui n'est pas l'entrepreneur ou qui n'est pas en fait concerné par la société, ça arrive qu'il puisse essayer de demander sa part. Voilà. Je suppose que ça dépend aussi très fort du contexte dans lequel le divorce se passe. Oui, de l'entente mutuelle et puis des conditions aussi dans lesquelles l'entreprise a été fondée. Encore une fois, le mythe de l'entrepreneur, voilà.
il y a des gens, le mythe de l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent au début, et puis il y a d'autres qui vont plutôt penser que être entrepreneur, c'est avoir beaucoup de liquidité, voilà. Donc donc ça c'est Ouais. Donc juste aussi si vous regardez la Amazon, le divorce de Bezos lui a coûté je pense c'est peut-être pas la moitié de ses actions, mais pas loin quand même d'Amazon. Hein. Donc quand ils ont divorcé, sa femme a récupéré une partie significative de l'entreprise. Mais non, pour être complète, elle avait également participé au développement de l'entreprise depuis ses débuts et l'a soutenu. Et donc voilà, certains jugeront que c'est une juste rétribution du travail accompli, et d'autres, c'est un contrat et le contrat il est exercé, et chacun est censé être conscient des engagements contractuels qu'il prend quand il signe le contrat, d'où l'importance de s'informer et aussi donc c'est ce que je dis, votre vie évolue, donc vous sans doute à l'âge de 25, 30, 35 ans quand vous vous mariez, vous n'avez pas toujours la réalisation que un jour vous allez lancer votre propre entreprise ou que votre conjoint va lancer sa propre entreprise. Donc rien n'empêche à ce moment-là, quand vous prenez une décision qui est aussi structurante, d'également parler de OK, mais en termes d'implication patrimoniale, de quoi on parle? Donc c'est vraiment des choses qu'il faut remettre sur la table régulièrement. Et comme disait Élise, une convention patrimoniale ou un contrat de mariage peut se signer lors de la conclusion du mariage ou du pacte, mais également par la suite lors de la vie du couple. Donc c'est vraiment des choses qui peuvent être discutées. Vous pouvez décider à un moment d'être en communauté légale et puis de changer d'avis. Dans l'inverse aussi, il peut y avoir des raisons pour lesquelles plus tard vous décidez de revenir en communauté de biens. C'est possible aussi, ça, Élise. Oui, exactement. C'est vraiment flexible. Ce qui est vraiment important, c'est que tous ces changements matrimoniaux doivent être réalisés par acte authentique devant un notaire. Voilà. C'est tout ce qu'il faut, et le notaire va toujours regarder quand on modifie de toute façon le régime matrimonial. Il va aussi regarder si on fait des clauses un peu particulières, il va regarder à ce que ces clauses elles placent toujours les époux dans l'égalité, parce que comme tu l'as dit, depuis pas si longtemps que ça, en fait, les femmes ont certains droits, et le droit à être aussi l'égal de l'homme, mais ça vient aussi dans ce concept de mariage où les époux sont égaux. Voilà. Ce qui est vraiment, on peut pas prendre des décisions complètement défavorables, même si c'est quelque chose que vous voulez à deux et que vous avez décidé à deux. Le notaire, il est un peu le garde-fou pour ça. Et pour que tout le monde s'y retrouve aussi, en cas de décès, en cas de donation ou en cas de divorce. Voilà. Élise, on n'en a pas discuté, mais une question qui est pertinente, c'est est-ce que les testaments doivent absolument passer devant notaire? Donc là, je sais qu'il y a plusieurs formes de testaments. Alors, ça dépend aussi un peu de la législation à laquelle vous êtes soumise, mais en tout cas, à Luxembourg, il y a 3 types de testaments. Il y a le testament manuscrit, donc on prend une lettre, et puis on fait une lettre, et puis on dit je décide de donner je sais pas moi, toute mon argenterie à la fondation de Luxembourg. Je décide de donner ma maison de vacances à moi, Élise. Je sais pas. Ça dépend. Elle est où? Parce que dans le sud de la France. Oui, alors je veux bien. Voilà, il faut ça, vous pouvez le faire à Luxembourg. Ce qui est important, c'est de bien le signer, de bien le dater, et de surtout bien le dater, voilà, parce que ça va être très important après pour le notaire. Ensuite, le testament manuscrit, vous avez 2 choix, soit vous le laissez chez vous, mais il faut être certain que le jour de votre décès, quelqu'un va le retrouver, donc
Enfin, j'espère que vous êtes plus ordonnés que moi, hein, voilà. Ou comment? Je pense que mes enfants, ils le retrouveront dans 25 ans après ma mort, mais bon. Sinon, vous pouvez, en fait, vous faites un dépôt auprès de l'administration de l'enregistrement et des domaines à Luxembourg. C'est l'administration qui gère la TVA et les droits de succession. Vous faites un dépôt, ça coûte 30 € et vous, en fait, vous inscrivez auprès de l'administration de l'enregistrement et des domaines que vous avez fait un testament manuscrit et que vous l'avez rangé à tel endroit. Voilà. Comme ça, le jour de votre décès, en fait, les notaires, ils sont obligés de consulter l'administration de l'enregistrement et des domaines pour vérifier si vous avez, s'il n'y a pas du passif sur la succession, des choses comme ça, parce que les administrations ici fiscales centralisent un petit peu tout. En consultant, le notaire, il va tomber sur votre mention, sur votre dépôt, et puis il va savoir qu'il y a un testament manuscrit qui est rangé chez vous, quatrième étagère de l'armoire Ikea, machin. Voilà. Voilà. Ensuite, il y a le testament authentique, donc c'est un testament qu'on fait devant un notaire. Voilà, donc là, il a toutes les formes, etc. Et ensuite, il y a le testament mystique. Ouais, j'adore celui-là. Très peu utilisé à Luxembourg. Donc, en fait, c'est un testament manuscrit que vous faites chez vous. Vous le mettez dans une enveloppe et en fait, ensuite, vous allez le déposer chez le notaire. Le notaire n'en prend pas connaissance le jour où vous allez le déposer, mais il va juste l'ouvrir. En fait, il a une fonction de dépositaire de votre testament. Voilà. Voilà ce qu'on a à Luxembourg. À Luxembourg, le testament manuscrit, il est vraiment très utilisé parce qu'il est assez intéressant et assez flexible dans le sens où vous pouvez vraiment gérer un petit peu votre succession comme vous l'entendez. Le grand risque qu'on a avec un testament manuscrit, c'est que lors d'une ouverture de succession devant notaire, lorsqu'on présente les testaments, ils sont souvent pleins d'irrégularités, de telle sorte que le notaire, en fait, ce qu'il est obligé de faire, ils sont tellement irréguliers parce qu'il manque la date, parce que c'est pas assez précis sur les bénéficiaires, parce qu'un testament, vous devez précisément nommer qui va bénéficier de tel ou tel bien. Voilà. Ils sont tellement imprécis et pleins d'irrégularités que le notaire est obligé de les écarter pour le bien de la succession, en fait. Et donc, il écarte assez souvent. Enfin, moi, j'ai déjà vu des successions où il y avait 3-4 testaments qui étaient manuscrits et puis il y en avait au moins 2 qui sautaient parce que c'est vrai qu'ils n'étaient pas très précis et du coup le notaire est obligé de les considérer comme irréguliers et de les mettre de côté. D'accord. Ça coûte combien de faire un testament authentique, plus ou moins? Un testament authentique, c'est soumis à des droits je sais pas du tout, il faudrait que je me souviens plus exactement. Est-ce que j'aurais dit quoi, un petit millier d'euros ou moins que ça? Faudrait que je demande. Il me semble je pense qu'on parle entre 500 et 1000 euros, si je me souviens bien, pour faire un acte authentique, en tout cas devant le notaire. Donc, il y a un droit d'enregistrement qui doit être un droit fixe, donc qui est pas vraiment ultra coûteux, mais le notaire, ça peut être vraiment quelque chose de bien d'aller vers un notaire parce que le notaire, il a vraiment conscience de tous les impératifs que vous devez respecter dans le cadre d'une transmission successorale. Donc, Gaëlle en parlait tout à l'heure. Par exemple, à Luxembourg, vos enfants sont des héritiers réservataires, c'est-à-dire qu'on ne peut pas déshériter ses enfants. Donc, quand le notaire va, par exemple, écrire pour vous et rédiger pour vous le testament, il va attirer votre attention sur ces points. Voilà. Donc, vous aider un petit peu à faire de la stratégie peut-être patrimoniale aussi, sur les titres de votre société, des choses comme ça. Il va vous informer. Les notaires sont vraiment là et sont vraiment de très bons supports pour la rédaction d'un testament et pour vraiment être certain que vous allez faire un testament conforme qui va être lu et qui va pouvoir être réalisé le jour de votre décès. Bon, après vous en fichez, vous êtes mais c'est une bonne stratégie de passer par un testament. Tu parlais de la part réservataire, donc juste pour faire un point rapide là-dessus, ce que ça veut dire concrètement, c'est que quand vous avez un patrimoine de sang,
en fonction de votre nombre d'enfants, il y a une partie seulement dont vous pouvez bénéficier entre guillemets librement. Le reste est réservé donc légalement à vos enfants. Donc concrètement, moi j'ai 2 enfants et donc la part réservataire elle est de 2/3. Ça veut dire que 2/3 de mon héritage va être dédié à mes enfants. Je ne peux pas les léguer, quand bien même je le ferai par testament, ce ne sera pas valable. Alors, les enfants peuvent renoncer à leur part réservataire. Donc, je peux faire un testament en disant je décide de léguer la totalité de ma fortune à mon conjoint survivant. À ce moment-là, le conjoint survivant, si je me trompe pas, Élise, va juste devoir demander au réservataire, donc c'est-à-dire à mes 2 enfants, de confirmer qu'ils renoncent à leur part réservataire et qui donc ils acceptent que mon mari hérite de la totalité de mes biens, sachant que de toute manière ils hériteront ensuite du patrimoine de leur père, quoi. Mais on est d'accord, hein? C'est ça. Voilà. Il y avait quand même, tu me disais, un cas de figure dans lequel tu pouvais déshériter tes enfants, c'est si tu te mettais, et ça c'est une particularité, je pense, luxembourgeoise, si je me trompe pas, en universalité. Non, en fait, c'est pas une particularité luxembourgeoise, ça existe aussi en France. D'accord. En Belgique, c'est en fait, en fait c'est une dérive, enfin c'est une mutation, on va dire, du mariage en communauté de biens, et on appelle ça le régime de la communauté universelle. Et en fait, c'est un contrat de mariage dans lequel on met une clause d'attribution intégrale au profit de l'époux. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tout devient commun entre les 2 époux quand on opte pour ce régime. Tout devient commun, donc les biens acquis avant mariage, les biens acquis pendant le mariage, les dettes contractées avant le mariage, les dettes contractées pendant le mariage, tout devient commun à l'exclusion en gros, des vêtements. Voilà. Parce que bon, votre mari avec vos robes, ça va pas être terrible, mais voilà. Donc voilà. Et ça, en fait, c'est un régime qui, au jour du décès, du décès d'un des époux, constate un transfert automatique des biens, de la totalité des biens, vers l'époux survivant. Et en fait, ça, c'est un régime. En fait, si vous voulez, il n'y a pas vraiment de liquidation de communauté parce que la communauté perdure chez l'époux survivant. Donc les enfants ne sont pas vraiment écartés de la succession parce qu'il n'y a pas de succession qui s'ouvre, en fait. Ouais, mais concrètement, quand même, la conséquence de ça, si tu es dans un 2e mariage, par exemple, et qu'il y a des enfants d'un 1er mariage, en fait, de facto, en faisant ça, tu peux potentiellement sortir les enfants du 1er mariage de ta succession, puisque en transférant l'intégralité de ton patrimoine à ton conjoint survivant, qui n'est pas le parent de tes enfants du 1er mariage, et ben cette succession ensuite, si je me trompe pas, elle va aller aux enfants du conjoint survivant. C'est très contestable. En fait, c'est un régime qui a eu beaucoup de mal à s'installer et qui a été très attaqué parce que c'est un régime qui était très utilisé pour les gens, on va dire, avant un petit peu la légitimation avant les enfants naturels n'étaient pas considérés par exemple comme des enfants légitimes, des choses comme ça. Donc pendant cette période où il y avait un certain flou sur le lien juridique entre un enfant naturel et son père ou sa mère, donc des enfants nés un enfant naturel, c'est un enfant qui est né hors mariage, hein. Donc, si vous voulez, pour pallier ce flou, c'était un petit peu c'était un petit peu le régime choisi par des gens qui avaient des enfants nés hors mariage, des enfants naturels, et c'était une grande stratégie patrimoniale, comme tu disais, Gaëlle, pour en cas de 2e mariage, enfin voilà. Et c'était vraiment une atteinte aux droits de l'enfant. Ça a été très attaqué en justice, etc. Donc c'est toujours le cas et ça existe toujours. Mais par contre, ça c'est aussi un régime qui s'aménage devant notaire. Donc il y a vraiment, le notaire s'assure aussi que tout n'est pas au détriment d'une personne dans la succession des époux.
Voilà. En parlant de testament, juste pour clôturer sur ce point-là, parce que je vois l'heure aussi tourne, est-ce qu'un testament déposé chez un notaire à l'étranger est valable à Luxembourg? Enfin, en tout cas, est-ce qu'il y a une extranéité entre guillemets dans les testaments? Donc, si tu le déposes en Belgique et que tu es résident à Luxembourg par la suite? En fait, quand une personne décède, on va appliquer par principe tout de suite au niveau du droit civil et du droit fiscal la législation applicable en matière de succession au dernier domicile du défunt. Voilà. Donc à Luxembourg, en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est un notaire luxembourgeois qui va ouvrir la succession, mais il va être obligé de prendre en compte tous les éléments d'extranéité, parce que maintenant on a aussi des règlements européens, parce que en Europe on bouge beaucoup. Enfin, déjà juste en Europe on bouge beaucoup, et dans le monde on bouge encore plus. Donc en fait, il y a vraiment il y a des régimes en fait d'ouverture de succession devant les notaires, et on appelle ça, il y a des espèces d'échanges de certificats européens. Donc si en tout cas le notaire luxembourgeois va pas reconnaître directement le testament déposé devant le notaire belge, le notaire belge va remplir ce formulaire en fait européen pour que en fait le notaire luxembourgeois puisse reconstituer toute la succession du défunt, la succession internationale. Donc c'est des certificats internationaux de succession, voilà. D'accord. Ok. La réponse est oui, mais bon, un peu plus compliqué, mais normalement un dépôt valable. Mais c'est reconnu. Ouais. Ok, d'accord. Alors Janine demande quel statut recommanderais-tu pour des couples en début de carrière? Ça dépend en fait, ça dépend beaucoup. Ça dépend aussi. Ça dépend pas que de l'état de la carrière. Ça dépend aussi beaucoup aussi de votre patrimoine propre, du patrimoine que vous allez aussi apporter à votre, personnel que vous avez. Moi, je pense que le mariage c'est vraiment le régime idéal pour un peu rétablir l'égalité entre chacun. Après, le contrat de mariage, je pense que ça se module un peu et que ça se discute un peu plus que début ou fin de carrière. Mais en tout cas, quand vous créez votre société, etc., c'est vraiment très important d'affecter cette société peut-être dans un premier temps à votre patrimoine personnel, vraiment le détacher de la communauté. C'est vraiment tout ce que je peux dire. Après c'est des choses qu'on pense vraiment. Il y a plein d'implications dans votre vie privée ou professionnelle qui peuvent nous aider à déterminer quelle est la situation idéale. Mais faut vraiment aller plus en détail que début de vie professionnelle. Enfin, je pense. Tout à fait. Ok. C'est vraiment très bien. Aussi, on n'a pas parlé de ça, mais au niveau de la fiscalité, on a une imposition commune. Alors, en France et en Belgique, on a une vraie imposition commune, qu'on soit marié sous le régime de la séparation de biens que sous le régime de la communauté de biens. La France, il distingue, et la Belgique aussi, il distingue les gens qui sont mariés, qui sont soumis au régime de la séparation de biens et qui n'ont pas de résidence commune. Alors eux, ils peuvent déclarer séparément. Par contre, à Luxembourg, tout le monde déclare, tout le monde fait une imposition commune, peu importe le type de régime matrimonial que vous avez choisi lors de votre mariage ou pour contrat de mariage. Mais à Luxembourg, depuis 2 ans, on a une option. On a le droit de demander à s'individualiser. C'est-à-dire que ça fait un petit peu maintenant comme le Pacs. Donc, on peut opter pour ça. Donc, normalement, quand on a un couple marié, on doit faire une déclaration commune. Maintenant, les époux peuvent demander à faire une imposition séparée. Voilà. Mais cette imposition séparée et cette option au régime séparé ne limite pas votre responsabilité quant au paiement de l'impôt. Ça veut dire que si je dois
Si je suis mariée et j'ai demandé à être imposée, ne pas être imposée avec mon mari, nous déposons nos déclarations fiscales et puis moi, en fait, ma déclaration fiscale me revient et puis je dois payer 100 d'impôts. Si je ne les paye pas, mon mari, comme nous sommes mariés, mon mari est responsable et est tenu de payer ces 100, même si on a été dans un régime d'imposition séparée. Donc ça, faut pas oublier, le mariage, ça vous amène de la solidarité dans le paiement de vos dettes, de vos dettes, donc dans le mariage, dans le mariage sous le régime de la communauté, vos dettes communes et puis personnelles. Et dans la séparation de biens, là c'est individualisé et vous êtes responsable solidairement des dettes contractées lors de votre, pour la gestion de vos charges de ménage. Mais l'impôt sur revenu, c'est toujours dû solidairement par les époux. Mmh. Ok. Voilà. Et bon, après, l'aspect du mariage qui est vraiment très, 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 très bien civilement, c'est que quand vous êtes marié, vous êtes un héritier au sens civil. Après, votre époux peut vous sortir de la succession par un testament parce que vous n'êtes pas, comme vos enfants, un héritier réservataire. C'est-à-dire que vous allez pouvoir recevoir les biens de la succession si votre époux en a décidé ainsi. S'il a fait un testament et qu'il a décidé de vous déshériter, vous n'avez aucune façon de vous y opposer. De bien. Vous pourriez vous y opposer en disant que c'est pas un testament régulier, mais voilà, vous pouvez rien faire d'autre. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est vous avez un patrimoine qui est 100% commun. Donc le jour où on liquide, ça fait 50-50. Donc il y a 50% qui restent à vous, 50% qui font l'objet de la succession. Sur ces 50% qui font l'objet de la succession, il y a la part réservataire pour les enfants, donc de moitié s'il est seul, de 2/3 s'ils sont de 3/4 s'ils sont 3. Voilà, vous avez les différents paliers. Donc, ça veut dire qu'il reste un disponible. Voilà, moi j'ai 2 enfants, par exemple. Si j'étais mariée sous le régime de la communauté des biens, ça veut dire qu'au décès de mon mari, 50% des biens qu'on a en commun me reviendraient et donc sur lequel il n'y a pas de succession. Les 50% sur lesquels il y a succession, 2/3 vont à mes enfants et le tiers qui reste, par défaut, s'il n'y a rien, me revient, si je ne me trompe pas, puisque par défaut, c'est moi qui suis son héritier après ses enfants, en rang 2, mais il a tout à fait le droit de finalement avoir fait un testament pour dire, eh bien, je vais tout léguer, je sais pas moi, à la voisine. C'est vrai, hein, il a le droit. Hein. Ouais. Bon. Bon, après, la voisine a intérêt à avoir un bon testament. Mais donc, techniquement, il a le droit. Et pareil, hein, j'ai le droit aussi de léguer tout aux voisins. Mais que pour votre part, pas pour la part de vos enfants. Exactement. Donc, pour le tiers restant, la part disponible. Voilà. Maintenant, à l'opposé, mon mari peut aussi dire je veux que l'ensemble du patrimoine, de mon patrimoine, revienne à mon épouse. Que mes enfants n'auront donc le patrimoine que quand mon épouse sera décédée. À ce moment-là, par testament, il peut dire qu'il lègue la totalité, mais il faut l'accord de vos enfants pour que vous puissiez avoir la totalité du patrimoine. Si je ne me trompe pas, Élise, il y a une notion d'usufruit néanmoins sur le patrimoine commun, donc la maison, les comptes. Mais usufruit, ça veut dire pas le droit de jouir du capital. Donc, ça veut dire, par exemple, sur un compte d'investissement, concrètement, eh bien, vous n'aurez droit de percevoir que les revenus ou les intérêts du compte, mais vous ne pourrez plus toucher au capital, en tout cas aux 50% qui ne vous appartiennent plus. C'est correct? On peut pas, par exemple, travailler plutôt sur des plus-values quand on est usufruitier. Ça c'est le nu propriétaire c'est le nu propriétaire parce qu'en fait la propriété c'est aussi une fiction juridique. Oui, tout à fait. Tout est fiction. Ça veut dire que pour passer un ordre concrètement, pour passer un ordre, vous devez avoir l'autorisation de vos enfants. Voilà.
Donc, dans certaines banques, moi j'étais juriste en banque en fait avant d'être avocate. Dans certaines banques en fait, il y a même des familles qui ont des comptes comme ça en fait. Il y a un compte usufruit, il y a un compte et il y a un compte pour le nu propriétaire. Et donc dans le compte nu propriétaire, on voit tous les titres. Dans le compte usufruitier, on voit que les revenus qui arrivent en fait. Enfin c'est voilà. Voilà. Et donc, ça veut aussi dire qu'on peut pas s'opposer à la réalisation du portefeuille, par exemple, ou on peut quand même s'y opposer. Non, on peut pas s'y opposer. Comme on pourrait pas s'opposer à la vente de la maison. Mais si on en a l'usufruit. Non, si on a l'usufruit, on a le droit d'en disposer. On n'est pas propriétaire. D'accord. Mais donc, ça veut dire que même si tu en as l'usufruit, tes enfants peuvent décider de vendre la maison. Ok. D'accord. Sympa. C'est arrivé, hein, juste pour il faut être gentil avec ses enfants, hein, il faut leur donner ses enfants, ouais, ou alors il faut se protéger autrement. Donc c'est là où de nouveau on en revient en disant si à un moment donné il y a un conflit familial et malheureusement bah voilà ça arrive une fois que vos enfants ont des conjoints, que ça se passe moins bien, enfin voilà vous connaissez, tout le monde a une histoire familiale différente à répondre. Mais bon dans ces cas-là il peut être utile de revoir de nouveau de revoir la structure pour protéger en fait vous protéger mutuellement votre conjoint d'éventuelles velléités, parce que malheureusement des personnes âgées qui ont été mis à la porte de leur maison suite au décès de leur conjoint, ça existe aussi par leurs enfants ou par les beaux enfants, mais par personne interposée. Donc voilà. Mais toutes ces choses-là sont évitables pour peu qu'on s'organise. Exactement. Donc voilà. Donc l'objectif aujourd'hui, c'était un peu de vous expliquer un peu les tenants et les aboutissants sur le long terme, parce que c'est important d'investir, c'est important de faire fructifier son épargne, c'est aussi important que vous ne vous retrouviez pas dans des moments de vie qui sont compliqués, parce que typiquement tout ce dont on parle là n'a aucune utilité quand tout va bien. En général, c'est des questions et des drames qui se posent quand ça va plus bien, quand on se sépare ou quand l'un des deux décède, parfois de manière prématurée, et que finalement les choses se passent pas comme on l'avait prévu, et parfois l'effort d'une vie est réduit à pas grand-chose parce que ça a été mal structuré ou ça a été mal pensé. Donc voilà. 2-3 derniers petits trucs ou choses aussi que je vous encourage à réfléchir, c'est dans la gestion quotidienne. Il y a beaucoup d'études qui montrent que dans la répartition des gestions du quotidien, il y a d'un côté celui qui paye les factures, de l'autre côté celui qui paye le prêt. En fonction du contrat dans lequel vous êtes, ça peut avoir des implications. Le jour où vous vous séparez, si vous vous séparez, celui qui a payé les dépenses quotidiennes se sera appauvri. Celui qui s'occupe des dépenses qui sont liées en fait à un investissement se sera enrichi. Donc faites vraiment attention en fonction du contrat dans lequel vous êtes quand même de garder un niveau de réserve, de ressources propres et une certaine autonomie dans le cas où certaines décisions vous échappent. Enfin, encore une fois, la décision de se séparer, elle est prise par l'un des deux. Elle peut être prise par les deux, mais elle peut aussi être prise par l'un des deux. Donc, un jour, vous pouvez vouloir mettre fin à ce partenariat, mais parce que vous êtes dans une situation de dépendance, parce qu'elle n'a pas été bien structurée au départ, vous êtes coincé. Et voilà, on n'a pas envie de rester dans une situation qui est même potentiellement parfois dangereuse pour des raisons financières. Donc soyez attentifs. À l'opposé aussi, il ou elle peut vouloir partir. Vous n'avez pas le droit de l'en empêcher. Non. En tout cas juridiquement. Pour le reste, c'est votre histoire. Mais donc du coup, il y a des conséquences au fait qu'il décide de partir. Ou qu'elle décide de partir, et donc là encore une fois c'est comme la maison qui brûle, voilà, c'est la maison elle brûle pas parce que vous y avez mis le feu. La maison elle peut aussi brûler parce que quelqu'un d'autre y a mis le feu, parce qu'il y a une cause naturelle qui vous échappe totalement, mais le sinistre il est là.
Et si vous n'avez pas assuré le sinistre, eh bien vous le prenez et ça peut faire mal. Et c'est dans des situations où émotionnellement vous êtes rarement dans votre meilleure forme et donc rarement en mesure de réagir et de prendre des décisions difficiles. Donc épargnez-vous un maximum. Voilà. De nouveau, personnellement, j'ai signé un contrat de mariage. C'était pas parce que je voulais l'exécuter. Je suis une grande romantique. Je suis persuadée que ce sera pour toujours. Et justement, c'est aussi pour ça où je me dis, si un jour ça arrive, je pense que je serai suffisamment, malheureuse que pour en plus devoir m'inquiéter des conséquences financières qui, elles sont assez simplement réglées. Et donc, on sait qu'on n'est pas ensemble pour ça. Bon, c'est déjà ça. Un autre point, que vous soyez en communauté ou en séparation de biens, c'est important quand même, en tout cas intellectuellement, d'avoir des objectifs d'investissement communs pour les biens communs, mais aussi des objectifs d'investissement individuels. Dans la manière dont vos portefeuilles sont structurés, c'est important. Même s'ils restent dans la communauté de biens, le but c'est que cette communauté elle dure jusqu'à la mort de l'un des deux. Et que donc vos besoins respectifs soient correctement calculés. Et pour ça, il faut faire l'exercice chacun, parce que malheureusement, on ne sait pas qui va partir le premier, comment, et ce qui va se passer à ce moment-là. Donc, c'est vraiment important d'avoir quand même cette réflexion en objectif d'investissement et en portefeuille qui soit commun pour les objectifs communs, mais qu'aussi individuellement, vous ayez cette réflexion. Après, comment est-ce que chacun est financé ? Ça va dépendre de comment vous êtes structuré, mais au moins d'avoir cette réflexion sur le patrimoine nécessaire pour faire face aux besoins des deux jusqu'au bout. Ensuite, il y a quand même aussi des considérations fiscales, je pense, Élise, en termes de contrats. Donc ces contrats d'assurance qui sont déductibles, etc. Je pense qu'il faut qu'il y ait des contrats par personne, d'où l'intérêt d'ouvrir quand même des contrats individuels au nom de chacun pour pouvoir cumuler les primes et les déduire, si je me trompe pas. Élise, donc voilà, donc il y a quand même un intérêt à avoir des choses qui soient structurées au nom individuel de tout un chacun, même si in fine tout ça rentre dans le pot commun de la communauté. Est-ce qu'on t'es aligné là-dessus ou t'as une nuance peut-être à y apporter? Très bien, bravo. Et aussi, moi, je voulais ajouter un point, c'était les gens aussi fonctionnent beaucoup en investissement en société civile, etc. Il faut aussi prendre en compte que tout ça, ça peut vous amener à des conflits et que c'est pas forcément très très simple d'en sortir vraiment rapidement. Donc au même titre que vous devez structurer votre régime matrimonial, vous devez aussi structurer votre patrimoine de cette façon-là. D'accord. Tu veux dire de la même manière que quand on rentre en association dans une société, on fait un pacte d'actionnaires, on doit faire l'équivalent en pacte. Il faut faire un petit peu attention. Il y a aussi des formes de sociétés qui se prêtent peut-être plus à de la succession. Moi, j'aime bien les sociétés en commandite, par exemple. Parce que dans les sociétés en commandite, vous avez un actionnaire qui est commandité et responsable de la gestion de la société. Et puis, vous avez des associés commanditaires qui sont un petit peu plus passifs. Et ça, quand tu parlais aussi des conflits un peu en cas de succession, on ne sait pas comment aussi les relations avec les enfants peuvent un petit peu se poursuivre en cas de décès de l'un des deux conjoints, des choses comme ça. C'est aussi des choses auxquelles il faut penser. Ok, oui, c'est un bon point. Et puis finalement, on en a beaucoup parlé, le testament, qui permet de pallier peut-être aux incertitudes des régimes légaux ou aux choses que vous voudriez faire différemment. Donc c'est important aussi d'y réfléchir. Et encore une fois, en particulier, après ça c'est plus une observation personnelle. C'est dès lors où vous avez des enfants. Il y a toujours ce truc de dire qu'est-ce qui va se passer s'il m'arrive quelque chose quand ils sont encore mineurs, quand ils sont
jeunes et qu'on n'a pas voilà, qui sont peut-être pas encore suffisamment matures que pour hériter d'un patrimoine que vous aviez prévu de leur laisser quand ils sont très 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 vieux, parce que vous serez vous-même très 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 vieux et puis manque de bol il vous arrive quelque chose avant. Ben voilà, toutes ces choses là aussi elles peuvent se gérer. Je sais qu'en tout cas nous c'est des questions qu'on s'est posées aussi en disant ben finalement quid si même si on décède tous les deux. Voilà, on n'a pas encore pris l'approche de ne pas partir en vacances ensemble ou ne pas prendre l'avion ensemble. Mais par contre, voilà, on se dit si jamais il nous arrive quelque chose, de s'assurer qu'on ait finalement pu choisir qui allait être le tuteur légal, comment est-ce que les biens allaient être administrés, etc., etc. Voilà, vous avez certainement des assurances vie. Quels sont les bénéficiaires de ces assurances vie, de s'assurer que ça se soit toujours à jour. Voilà, ce genre de choses. Et tout ça, ça peut aussi se régler par testament. Encore une fois, oui, c'est toujours bien de le mettre à un endroit et qu'il y ait quelqu'un de survivant qui sache où il est. Donc voilà, parce que si effectivement il est dans la poche de votre jeans qui a péri avec vous, ça ne va aider personne. Donc voilà, si pas authentique, au moins de l'enregistrer pour qu'il y ait une trace, puisque sinon, si personne ne sait qu'il existe, c'est comme s'il n'existait pas. Voilà, je pense que Florence a posé une question. Que pensez-vous du statut SARL-S à Luxembourg dans le cadre d'une structuration de patrimoine, Florence? Si tu peux juste préciser la question, parce que je ne sais pas si... Admettons que ce soit ça, Élise, est-ce que c'est une bonne... Une SARL-S, c'est vraiment, ça peut être vraiment que constitué que dans le cadre d'une activité commerciale, une autorisation d'établissement. Donc, c'est pas la société à laquelle je penserais le plus pour faire un peu de la structuration juridique. La SARL c'est bien pour se lancer, pour lancer un petit peu son business, mais il faut quand même, c'est pas une société dans laquelle il faut perdurer, je pense. Non, plutôt une société civile immobilière si c'est du patrimoine immobilier, et une société en commandite comme tu le suggérais. Des sociétés en commandite, des sociétés en commandite simples. Ça, c'est aussi léger qu'une société civile d'un point de vue constitution. Ouais. Et ça a les mêmes effets qu'une société en commandite par action. Ça, c'est des sujets assez intéressants, mais je vous conseillerais, ça, il faut se poser autour d'une table, discuter de ça un petit peu avec votre conjoint, voir un petit peu les stratégies, et puis aussi, il faut pas hésiter dans ces contextes-là, il faut pas hésiter à solliciter des notaires ou des avocats. Non, je me fais pas ma pub, mais c'est vraiment important. C'est pas grave, c'est la fin, t'as droit, Élise, il n'y a pas de souci. Donc, on mettra l'email d'Élise dans la présentation pour celles qui auraient d'autres questions. Mais oui, clairement, Florence, plutôt une SCI ou société en commandite, simple ou par action, en fonction des besoins. Mais la SARL-S, par définition, c'est plutôt une société commerciale, donc pas trop vocation à structurer un patrimoine. Aussi, ouais. Ouais. Donc voilà. Je pense que de mon côté, on a fait le tour. Alors des ressources. Donc là, je vous réfère au blog. Par contre, Élise, je mettrai également tes coordonnées si jamais certaines utilisatrices ont des questions ou envie besoin d'être là, voilà. On a aussi publié un e-book sur les bases de l'investissement qui est sorti aujourd'hui, donc je vous ai mis le lien si vous voulez le télécharger, c'est gratuit, vous êtes les bienvenus, et surtout si vous avez aimé ce webinaire et ou les précédents, écoutez, pour faire plaisir et puis enrichir d'autres amis également de ces conseils, n'hésitez pas à les partager, et puis en même temps vous faites grandir notre communauté et on en a toujours besoin. Donc voilà, je vous remercie beaucoup d'être resté avec nous. Je te remercie 1000 fois, Élise, de tous ces conseils, de ton expérience faite avec autant de bienveillance et de sincérité, d'authenticité. C'était très très utile. J'espère que ça vous a plu. Et puis nous on vous dit à bientôt.
Et à la semaine prochaine pour parler de comment assurer l'avenir de vos enfants. Voilà, passez une bonne soirée, un bon week-end du 1er mai. Élise, j'espère que tu as pris congé demain. Oui? Oui. Oui, voilà. Et à bientôt. Voilà, bonne soirée. Merci à toutes. Salut. Au revoir. Au revoir.